Aujourd'hui, je vais vous parler, de la manière dont le nucléaire civil était présenté dans les médias un demi-siècle avant l'accident nucléaire, de Fukushima. Car si les causes de l'accident sont encore discutées aujourd'hui, on sait que les médias ont joué un rôle non négligeable dans la promotion du nucléaire civil dès son introduction au Japon, au milieu des années 50. Cette période est à mon sens cruciale, car elle correspond à la fois à une période où l'image du nucléaire était avant tout façonnée par les médias, moins plurielle qu'aujourd'hui forcément, mais aussi à celle de l'introduction du nucléaire civil, une industrie dont on connaît les coûts et la difficulté à en sortir. En réalité, dès la mi-août 1945, les journaux commencent à vanter les bienfaits de l'énergie nucléaire, puis, en profitant de l'engouement de la presse scientifique, propose un nombre grandissant d'articles de plus en plus détaillés sur les usages promis par le nucléaire. Parmi ceux-ci, on trouvait bien entendu la production électrique, mais aussi le voyage spatial, la fin des typhons ou encore, peut-être plus étonnant, la métamorphose de l'habitat. Mais c'est au milieu des années 50 que démarre une véritable campagne médiatique en faveur du nucléaire civil. L'irradiation, en mars 1954, de l'équipage du Daigo Fukuryumaru par un essai thermonucléaire américain, dont parlait M. Kamata hier notamment, et la panique engendrée par ces retombées radioactives survinrent à un moment où le Japon commençait à réfléchir concrètement à la construction de son premier réacteur nucléaire expérimental. Il y avait donc une nécessité de rassurer la population sur la sûreté du nucléaire, mais aussi un besoin de le rendre le plus attractif possible afin de faciliter son acceptation auprès du public. Les journaux japonais possèdent historiquement un large lectorat. Ils avaient alors un rôle important à jouer, d'autant plus que les liens entre médias et politique nucléaire sont particulièrement, ou étaient en tout cas, particulièrement étroits au Japon. Ainsi, pour donner deux exemples assez probants, le monsieur nucléaire chez Asahi, Tanaka Shinjiro, fut nommé membre observateur de la Commission de l'énergie atomique du Japon lors de sa création en 1956. Et peut-être encore plus étonnant, le directeur et patron du Yomiuri, Shoriki Matsutaro, fut lui carrément promu à la tête de cette même commission. Une analyse des quotidiens Asahi et Yomiuri, que j'ai notamment faite lors de mon travail de thèse, permet de dégager trois grandes tendances dans la médiatisation du nucléaire de cette époque. Premièrement, des projections fantaisistes, frôlant parfois l'absurde, sur la manière dont le nucléaire peut rendre l'humanité heureuse, ce que j'ai appelé le mythe du bonheur, avec des mots-clés comme bonheur, prospérité, abondance, loisir. Deuxièmement, la mention de problèmes inhérents à l'industrie nucléaire qui sont toujours surmontables à échéances diverses. Donc, le mythe de la sûreté. Et enfin, troisièmement, une absence de remise en question du fait même d'introduire le nucléaire civil au Japon, car celui-ci était considéré comme nécessaire parce qu'en plus de répondre aux problèmes énergétiques du pays, il garantissait à l'archipel de suivre une voie pacifique, comme si le fait de choisir le nucléaire civil permettait automatiquement d'annihiler le nucléaire militaire. Donc, ce que j'ai appelé le mythe de la nécessité. Ainsi, lorsqu'au mois d'août 1957, le premier réacteur nucléaire expérimental du Japon, le JRR-1, est mis en route à Tokaimura au sein d'un grand centre de recherche nucléaire. Il fut justement au centre de toutes les attentions. Une centaine de journalistes furent conviés dans une salle attenante au réacteur et couvrirent l'événement, répétant en chœur que le Japon venait d'entrer dans une nouvelle ère, celui du feu nucléaire, celui du troisième feu, ce feu qui faisait suite à la domestication du feu lors de la préhistoire,
puis à celui de l'électricité de la révolution industrielle. L'événement donna aussi aux journaux l'occasion de s'attarder sur les efforts entrepris par les scientifiques japonais, sur le succès de la coopération nippo-américaine, parce que le réacteur était de conception américaine, ou encore sur un symbole évident pour le Japon, l'archipel tournait définitivement le dos à son passé nucléaire, c'est-à-dire les bombardements atomiques, pour se focaliser uniquement sur l'avenir pacifique promis alors par le nucléaire civil. Il faut savoir que donc, ce premier réacteur expérimental n'avait qu'une puissance que d'environ 50 kW, mais il répondait à une longue attente provoquée certainement en partie par les médias eux-mêmes, tandis qu'il représentait un grand pas en avant pour le Japon, qui s'inquiétait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de son retard dans le domaine du nucléaire. Il faut toutefois noter qu'en parallèle de cette mythification de l'énergie nucléaire, la presse ne s'était pas abstenue de critiquer le projet nucléaire japonais, blâmant tantôt la précipitation et l'amateurisme des principaux acteurs, tantôt le manque de considération des particularités géologiques de l'archipel, tantôt encore le traitement des travailleurs du nucléaire. Si le sujet notamment des critiques vous intéresse, je vous invite à lire mon article qui sera publié vers le mois de juin de cette année dans le numéro 58 de la revue EBIS. Mais ce que je vous propose dès à maintenant, c'est de voir très rapidement, à travers 3 documents diffusés à l'époque dans la région d'Ibaraki et la localité de Tokaimura, donc le berceau du nucléaire japonais, quels étaient les principaux promoteurs du nucléaire, sous quelle forme ils opéraient, quel public ils visaient, et surtout quel argument ils mettaient en avant pour rendre le nucléaire civil acceptable, pour ne pas dire désirable. Je tiens néanmoins à préciser qu'il est difficile d'identifier pour chaque production médiatique un promoteur en particulier, car il s'agissait souvent d'un travail de groupe, parfois effectué dans l'ombre, prouvant d'ailleurs, à mon sens, que le village nucléaire, Genshiryokumura, ce lieu de collusion entre industriels, politiciens et médias, largement critiqué après l'accident nucléaire de Fukushima, existait déjà à cette époque. Donc, tout d'abord, voici la brochure d'une exposition sur les usages pacifiques du nucléaire, co-organisée à travers le pays par l'agence américaine USIS et différents journaux japonais entre 1955 et 1957. Donc, cette exposition connut un énorme succès au Japon, attirant notamment 227 000 personnes lors de sa venue à Ibaraki, début 1957. Tandis qu'un certain nombre d'objets de cette exposition furent rachetés par la préfecture d'Ibaraki pour y être exposés ensuite dans un musée du nucléaire appelé Genshiryokuka, qui ouvrit à Mito l'année d'après. Cette exposition s'adressait à un large public, pour ne pas dire familial, le préfet de l'époque invitant d'ailleurs tous les habitants de la préfecture à aller la voir. Dans cette brochure, on pouvait notamment y lire que le nucléaire apporterait à l'humanité tout entière le bonheur en mettant fin à toute pauvreté, et surtout que ce bonheur était à la portée de l'humanité, il suffisait seulement de le saisir. Donc c'est la partie soulignée en japonais. Genshiroku jidai ga ikani sumiyaka ni shinten suru ka wa wareware ga ikani sumiyaka ni sore o nozomu ka toいうことだけにかかっているのである. Donc il était vraiment à la portée de tous. En outre, une double page de cette brochure était consacrée donc à la multitude d'usages promis par l'énergie nucléaire et les radioisotopes produits par les réacteurs. Cette longue liste, qui incluait de nombreux objets du quotidien, a conféré au nucléaire l'image d'une énergie protéiforme qui répondait à tous les maux de la société et dont la production électrique n'était finalement qu'une forme parmi tant d'autres. Donc, autre exemple, le numéro de janvier 1958 du mensuel gratuit Bien-être Ibaraki, Fukushi Ibaraki, qui était donc distribué, merci, à tous les habitants d'Ibaraki. Donc, cette revue met à plusieurs reprises en exergue, notamment à travers les voix du préfet
et du responsable pédagogique de la région l'importance de la science ou de l'éducation scientifique, en faisant donc de l'énergie nucléaire à la fois un moteur d'enrichissement personnel, mais aussi un moyen de contribuer à la société et à l'économie du pays. Le développement du nucléaire était de toute manière une nécessité, quelque chose qu'on devait faire, puisque la région avait été choisie comme le berceau du nucléaire, comme le rappelait très bien le directeur de Mitsubishi qui apparaissait à la fin de ce numéro. En outre, le mensuel semblait publiciser assez régulièrement l'énergie nucléaire, puisque parmi les 6 seuls numéros que je possède, 2 affichent donc un événement lié au nucléaire en 4e de couverture. Donc, à gauche, l'exposition sur le nucléaire, à droite, le fameux musée du nucléaire qui a ouvert à Mito. Troisième et dernier exemple, donc voici un manuel destiné aux lycéens de la région d'Ibaraki, publié en 1960 par la maison d'édition Obunsha et édité par le conseil préfectoral de l'éducation d'Ibaraki. Donc, ce manuel a notamment bénéficié du soutien du centre de recherche nucléaire de Tokaimura, au sein duquel on trouve donc le fameux premier réacteur nucléaire, JRR1, mais aussi le soutien d'industriels du secteur. Ici, le ton est donné dès la 2e de couverture, puisque la nécessité de s'armer en connaissances nucléaires y est présentée comme un devoir. C'est écrit donc Wakai Sedai no Gimu Tomo, un devoir pour les jeunes générations. Donc, si l'initiative de proposer un ouvrage de vulgarisation à un jeune public peut être louable, le fait de le faire dans le cadre scolaire et de stipuler à la fois qu'il sert à donner des connaissances justes, Tadashi Chishiki en japonais, sur le nucléaire, alors qu'il est expliqué dans le même ouvrage qu'un réacteur ne peut ni s'emballer, ni exploser, peut poser d'évidents problèmes. Je pourrais éventuellement y revenir lors de la discussion, mais il faut retenir que ces 3 documents s'inscrivent dans une longue lignée de documents et objets promotionnels sur le nucléaire. Et il faut aussi savoir que ce nucléaire était également vu comme un atout touristique pour la région d'Ibaraki. Donc, il y avait différents objets, voire des gâteaux, qui subirent l'influence du nucléaire pour la paix. Donc, on peut par exemple voir des essuie-mains, des lampions, des boîtes d'allumettes ou encore des cartes postales. À mon sens, tous ensemble, ces produits ont contribué à rendre le nucléaire familier, mais aussi nécessaire parmi une population qui semblait plutôt fataliste, selon les résultats d'une des seules enquêtes d'opinion effectuées à l'époque. Elle avait été effectuée par des étudiants de l'université d'Ibaraki. Je ne pourrais pas m'attarder aujourd'hui sur la période qui a suivi et qui a mené à l'accident de Fukushima, mais il est intéressant toutefois de noter que même autour de 1970, l'image d'une énergie fantastique capable de purifier l'eau de mer ou de transformer une jungle en grande ville moderne était encore prégnante, à croire que rien n'avait changé en l'espace d'un quart de siècle. La promotion du nucléaire fut à la fois opérée par les industriels du secteur nucléaire, mais aussi le gouvernement, à travers l'instauration d'une journée du nucléaire, Kenshiryoku no Hi, en 1964. Elle existe toujours. Cette journée a été en partie créée pour combattre la prétendue allergie au nucléaire que les Japonais auraient attrapée, malheureusement, avec la bombe atomique. Et cette journée était aussi faite, comme ce poster à l'esthétique très douteuse l'explique, pour inculquer aux Japonais, là encore, des justes connaissances, Tadashi Chishiki, sur le nucléaire. En d'autres mots, ou en termes de promoteur, expliquer aux Japonais que le nucléaire était sûr, nécessaire, qui a priori allait les rendre heureux. 5 minutes. 5. Dans 2 minutes, j'ai fini. On sait aussi que la publicité du nucléaire dans les médias a explosé après les accidents de 3 Mile Island et Tchernobyl, et qu'en 40 ans, elle aurait représenté environ 2400 milliards de yens, soit la somme réclamée par les opérateurs électriques l'année dernière au ministère de l'économie pour se préparer à de futures éventuelles indemnisations en cas d'accident. Une somme qui devrait être, elle aussi, être remboursée par nous, en tout cas par les consommateurs,
durant 40 ans. Donc, c'est assez ironique. Enfin, et je finirai sur cela, il serait peut-être temps de s'interroger sur le sens de l'expression « juste compréhension », Tadashi Likai, ou « juste connaissance », Tadashi Chiishiki, que l'on pouvait lire partout à l'époque, que l'on pouvait également lire sur le panneau que vous voyez à droite, qui depuis a été démantelé, mais qui était donc à Futaba, près de la centrale de Fukushima, et qui est encore utilisé aujourd'hui avec la Covid-19. Je vous remercie de votre attention.